Voilà, on se retrouve pour notre seconde table ronde, l'IA, automatisation vers le poste de travail intelligent. Alors après la modernisation des postes, place à la révolution de leurs usages, l'intelligence artificielle s'invite dans la bureautique, le support, la création, la collaboration. Mais derrière les promesses de productivité, de nombreux défis émergent. Comment identifier les bons cas d'usage, mesurer la valeur, encadrer la donnée, comment faire en sorte que cette IA serve vraiment à l'humain. Voici les questions que je vais poser à nos invités. Je les présente. Sébastien Marché, directeur général d'Expertime. Bonjour. Bonjour. Vincent Marlard, Alliance Manager de Querio. Enchanté, bonjour. Bonjour. Jean-Michel Menand, directeur conseil expérience employée et client chez Orange Business. Bonjour. Et nous avons en ligne Hubert Poupelin, fondateur de UbaHub. Bonjour. Bonjour à vous. UbaHub. C'est mieux. UbaHub. Voilà, pardon. Alors, première thématique, comment identifier les bons cas d'usage et construire des offres centrées sur la valeur. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors les entreprises veulent toutes faire de l'IA, mais peu savent par où commencer. Faut-il viser un copilote universel, des assistants spécialisés par fonction ou métier? Je donne la parole à Sébastien. Alors vous allez nous dire finalement avec quoi vous travaillez. Vous capitalisez sur votre expertise Microsoft Copilot. Et puis voilà, comment on doit identifier les bons cas d'usage. Et trouver le chemin. Je pense que l'approche, je résume souvent avec 3 éléments clés. Le premier élément est celui autour de la littératie. S'assurer de la bonne compréhension de quand on parle d'IA générative, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas, quels sont les fantasmes qui peuvent exister, quelles sont les réassurances qu'il faut faire aussi auprès des équipes. Et ça, c'est le premier étage. Le second étage, on va être plus sur... Alors, une toute petite seconde. Littératie, est-ce que vous pouvez dire ce que vous entendez par littératie? Oui, c'est pas vraiment un mot très usuel. C'est vraiment le fait de pouvoir se former, de pouvoir adopter les bonnes références autour de l'IA générative, et on va être vraiment sur de l'apprentissage quelque part, sur l'utilisation. C'est la communication en fait, c'est l'art du prompt. L'art du prompt, l'art de comprendre encore une fois ce que c'est ou ce que ce n'est pas, l'IA générative, de tuer aussi les fantasmes. Donc on est souvent sur des populations qu'on va embarquer chez un client, dans une mairie par exemple. On va embarquer l'ensemble des salariés de la mairie, mais avec une distinction des populations. Il y a des populations qui vont être plus orientées sur, on va dire, de l'acculturation très basique, d'autres qui vont être sur des acculturations très pointues, avec des cas d'usage métier qu'on va justement aller travailler avec eux. Alors, il y avait 2 autres points. 2 autres points. Le second, c'est celui autour de ce que l'on appelle, nous, la GenAI Safety. Donc, s'assurer de la bonne sécurité, la bonne gestion, la bonne coordination de la gestion des données et de la gouvernance associée. Et je pense que ça, c'est un point clé dans la réussite de tout projet. Et encore une fois, le chemin que l'on fait et que l'on porte avec nos clients est celui-ci, c'est d'identifier la bonne stratégie autour de la gouvernance de la donnée. Et la troisième marche, quelque part, ça va être vraiment le côté, on va dire, développement des cas d'usage. Avec une approche qu'on appelle, nous, d'être un peu le phare pour nos clients. C'est-à-dire qu'on a à la fois le sujet de trouver les bons cas d'usage. Vous êtes, par exemple, un département avant-vente. Vous allez avoir un choix de make or buy. Il y a des solutions qui existent sur le marché. Est-ce que vous allez prendre une solution sur étagère ou est-ce que vous allez redévelopper des agents qui vont permettre de faire telle ou telle partie de l'activité du service avant-vente, par exemple. Et donc ça va être vraiment cette phase d'écoute, d'étude et d'opportunité pour pouvoir trouver les bons cas d'usage. Et après, passer le relais, quand vous choisissez de faire quelque part appel à des partenaires, pour pouvoir construire les bons agents, si j'ose dire, et trouver les bonnes solutions adaptées aux cas d'usage. Donc voilà les 3 étapes pour moi qui sont pour moi primordiales pour réussir une bonne adoption. Alors, je passe la parole à Vincent. Vous défendez une approche low-code basée sur la Power Platform de Microsoft. Oui, alors nous, effectivement, on travaille essentiellement dans le monde Microsoft. Et on a... alors, c'est très bien parce que c'est vraiment complémentaire. On est sur une approche très métier. Donc, on va avoir des DSI en face de nous, mais très souvent, on va parler des gens du métier. Donc, ils vont nous dire, voilà, j'ai tel problème, je vais aller plus vite, je vais faire plus de choses, etc. Et donc, en fait, je vais faire comme Sébastien, je vais résumer ça en 3 étapes. Je dirais, sur la partie IA, il y a d'abord la productivité de l'utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur lambda qui va se servir d'Office, qui va se servir de ses mails, qui va se servir d'un certain nombre d'outils.
Et là, on va faire du Copilot 365, hein, je pense que tout le monde le connaît. Et là, on est vraiment sur ce que j'appelle la productivité intellectuelle. Comment je vais plus vite? Comment tu analyses les mails qui m'arrivent avec des documents, des dossiers, des Word, des PDF? Comment tu me prémâches mon travail? Comment tu me permets d'aller plus vite? Comment tu me permets d'écrire plus vite un mail, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se démocratise, hein, je trouve, énormément. On utilise un peu tout ça. Et puis après, on a le deuxième niveau. Deuxième niveau, c'est ce que disait Sébastien, c'est comment est-ce que je peux créer des choses qui me permettent, au niveau de l'entreprise, et pas forcément au niveau de l'individu, comment ça me permet de faire plus de business, comment ça me permet d'aller plus vite et du coup de soutenir ma croissance. Je prends un exemple très simple. On travaille avec un client dans le B2B qui vend des fenêtres, voilà, des menuiseries extérieures, plutôt une belle ETI, et qui était sur un rythme de 1 à 2 appels d'offres par semaine. Aujourd'hui, on a développé pour ce client-là un agent vraiment assez poussé qui va scruter les appels d'offres qui le concernent, donc en termes de région, en termes de taille, en termes de montant, de compétences, qui va écarter du coup de facto ceux qui ne les concernent pas, donc on gagne du temps. Il télécharge des dossiers, il les analyse, et à partir du moment où il définit que c'est un appel d'offres qui convient, il va même, basé sur des modèles, pré-remplir le mémoire technique avec les données de l'entreprise, analyser, et du coup, le service commercial, il va faire quasiment que du fine-tuning. C'est-à-dire qu'en fait, il va prendre l'appel d'offres et il va dire, OK, alors là, effectivement, il faut faire ça, il faut peut-être adapter ça, etc. Et là, on est sur du x30, x40 en termes de nombre d'appels d'offres auxquels on répond. Donc, certes, ils ne les gagnent pas tous, mais finalement, dans la masse, ils vont en gagner de facto plus. Et donc, après, ça pose d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'il faut embaucher, il faut pouvoir délivrer. Mais en termes de, je dirais, de croissance business, on est vraiment sur des choses qui sont incroyablement puissante. Alors Sébastien, oui, peut-être juste en écho, c'est la transformation. Quand il y a quelques années, on parlait de transformation digitale, on voyait souvent le service client, le parcours client vu de l'extérieur. Et finalement, la transformation de l'IA générative, là, on transforme en profondeur les processus métiers, les verticaux métiers. Et c'est ça qui est aujourd'hui absolument passionnant et qui fait aussi des acteurs comme des ESN, par exemple, qui trouvent en fait justement l'adressage de ces métiers et la diversification des personas qu'ils adressent avec non pas seulement le DSI, mais les directions générales, les directions financières, les directions des commerciales ou autres. Juste pour finir sur cette partie-là et pour revenir sur la partie low-code, pour faire un petit peu le bilan, ce qui est incroyable dans cette approche-là, c'est ce qu'on appelle le time to market. C'est-à-dire, en gros, à partir du moment où j'ai le besoin et l'idée qui va germer, et au moment où, en fait, ma DSI ou mon entreprise me fournit une solution, avant, on était, moi, je ne vais pas faire le dinosaure, mais on était sur des projets parfois à 200, 300 jours, avec des cycles en V, avec un effet tunnel, où entre le cahier des charges, et le moment où on me livre un truc, il peut se passer 2 ans, et mon besoin, il a changé. Là, en 2-3 itérations, on en parlait, en moins d'1 mois, j'ai ma solution, elle fonctionne, elle est opérationnelle. Donc, ce time to market, via le low-code, il est absolument incroyable. C'était votre troisième point ou il y avait autre chose que Le troisième point, c'était pour aller... En fait, la productivité individuelle, c'est vraiment quelque chose au niveau d'utilisateur. Ensuite, on a l'agent au niveau de l'entreprise pour aller plus vite dans le business. Et surtout, c'est des choses qui ne coûtent pas très cher. Donc, on va sortir un agent qui amène une énorme valeur ajoutée pour 4-5 €. Mais vraiment, c'est-à-dire que ça va très, très vite. Et mon troisième point, c'était... Parce que c'est très important de mettre en relation le ROI et le coût qu'on va mettre dans l'IA. Alors on va en parler. J'en reparlerai plus tard. Je donne la parole à Jean-Michel. Alors pour vous, l'IA doit d'abord simplifier et sécuriser l'espace de travail digital et l'expérience utilisateur. Oui, et en complément de ce qui a été dit, il y a une chose importante, c'est qu'il y a un peu de déception des fois chez les clients après des premières expérimentations, notamment sur la valeur perçue des cas d'usage. Et pour moi, il y a un enjeu important dans ces projets, c'est de vite démontrer qu'il va y avoir de la valeur sur les premiers cas d'usage. Donc du coup, comment on fait dans nos missions, nous, quand nos clients nous sollicitent et nous challengent sur ces aspects-là, on va définir 3 critères qui vont permettre de choisir les bons cas d'usage. Le premier, c'est la valeur perçue, métier, ou de performance opérationnelle qu'on va cibler sur ce cas d'usage. C'est le premier critère. Il y a une valeur qu'on perçoit. Deuxième, c'est l'appétence des populations métiers, parce que c'est important de commencer aussi avec des populations dont on sent une appétence.
Et le troisième, c'est la faisabilité technique. Donc en complément de ce que vous avez dit, ces trois aspects-là, nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en place pour très vite se focaliser sur des premiers cas d'usage qui vont apporter une valeur ajoutée avec une population qui, à première vue, est prête à jouer le jeu. Donc en fait, vous infusez les idées et rapidement vous les triez selon ces trois critères. Voilà, et comme nous, on a une activité de conseil, on s'enfouit profondément dans les activités métiers pour justement trouver cette valeur ajoutée et la prouver. On va revenir sur les cas d'usage et puis ensuite on parlera effectivement de la mesure du ROI. Je voudrais donner la parole Hubert, voilà. Hubert de Hub à Hub. Alors vous, Hubert, vous reprochez aux IA généralistes d'être un peu trop verbeuses et déconnectées des métiers. Et pour vous, l'enjeu, c'est de contextualiser les agents en faisant en sorte qu'ils connaissent le métier de l'utilisateur et parlent son langage. Donc voilà, vous êtes sur la même ligne. Mais vous avez une approche no-code souveraine. Oui, nous, effectivement, toute cette approche-là, elle a déjà au moins un mérite, c'est qu'elle permet de recartographier un peu tous les processus de l'entreprise. De l'entreprise, on l'a pas dit, mais... savoir de quoi on parle. Donc ça, déjà, ça permet aussi pour le dirigeant d'entreprise ou pour le DSI de bien recontextualiser et puis de bien, on va dire, se focusser sur les irritants. Parce qu'en fait, c'est principalement de ça qu'on parle, c'est dans notre audit, dans notre approche, on va essayer de faire émerger les cailloux dans la chaussure et par des petites touches, en développant des agents, en développant des automatisations, avec ou sans l'IA d'ailleurs, on va en fait permettre de fluidifier tous ces process en entreprise. Donc effectivement, démarche très pragmatique. On va pas forcément aller sur des sujets trop complexes dans un premier temps. On va essayer de survoler certains sujets pour apporter la preuve. Je crois que ça a été dit, mais c'est très très important. On n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et donc c'est très très important d'apporter la preuve très rapidement et puis d'y aller petite touche par petite touche pour aussi embarquer les utilisateurs et pas faire peur. Il y a un travail d'acculturation aussi qui est très important. On l'a dit tout à l'heure, mais j'insiste aussi là-dessus. C'est très très important de garder les entreprises connectées à cette transformation digitale. Alors, vous allez nous donner un exemple de projet. Vous m'avez parlé d'une automatisation d'un flux de vaccination contre la grippe aviaire pour un laboratoire. Oui, voilà, c'est ça, laboratoire vétérinaire qui, en situation de crise, avait du mal à répondre forcément à la demande de vaccination des agriculteurs, des exploitants. Ce qu'on a su leur proposer, donc analyser complètement la cartographie de leur processus et puis faire en sorte que ce qui leur prenait quasiment 2 ETP en période de crise leur prenne maintenant 2 heures par jour et que les vétérinaires puissent se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. Donc ça va de la définition, par exemple, des itinéraires, tout simplement, faire en sorte qu'ils soient le plus productifs possible, sur la gestion des comptes rendus de vaccination, et on va aller même en automatisation jusqu'au rapprochement bancaire quand il y a de la subvention qui est redescendue des autorités sanitaires. Donc tout ça, on arrive très bien à le gérer. C'est quelque chose, c'était dit tout à l'heure, des projets qui prenaient 6 mois, 1 an, qui ont pu être mis en place en 2-3 mois. Donc on arrive à avoir du résultat concret et on enchaîne les projets. C'est d'autant plus intéressant que on peut se concentrer sur ce que nous aussi, c'est ce qui nous anime, c'est-à-dire d'aller le côté intéressant du métier. C'est ce qu'on attendait, je pense. Alors, Sébastien, vous avez pas mal d'exemples aussi pour prouver l'impact concret de l'IA dans les processus. Vous avez lancé une initiative 100 agents en 100 jours, une démarche d'expérimentation rapide à valeur mesurable. Alors, pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Alors, au-delà des 100 agents en 100 jours, c'est aussi le fait c'est important pour tous nos clients finalement de pouvoir mesurer finalement tout ce qui est réalisé. C'est-à-dire que toutes les initiatives aujourd'hui qui sont lancées chez nos clients, à un moment donné, ça crée de la valeur, mais des fois un petit peu de manière un peu presque honteuse. Et donc l'idée, c'est plutôt de se dire déjà, monitorons tout ce qui se passe, valorisons tout ce qui se passe, et ça permet de pouvoir avoir finalement un collectif autour de l'IA générative qui permet de clairement faire encore une fois la bonne impression pour la première fois, et donc créer finalement une vraie dynamique autour de la création de valeur. Qu'est-ce que vous mesurez? Comment vous le mesurez? On va justement
100 agents, ça va être justement le temps gagné. Le temps gagné, ça va être les erreurs. Je vais prendre un exemple très, très concret. On a développé un agent autour du recouvrement dans une société. Et donc, typiquement, l'enjeu qu'il y a derrière, ça va être les sommes recouvrées, la période à laquelle, pendant la période de recouvrement, de raccourcir le plus possible, éviter les impayés. Enfin voilà. Et donc, toute cette démarche-là, en fait, c'est des indicateurs très factuels, très métiers. Là, vous automatisez les relances. On automatise les relances et ça permet de pouvoir avoir la bonne alerte au plus tôt avec le lettrage en comptabilité, etc. Et là aussi, vous faites le rapprochement bancaire. Exactement. Et donc, c'est vraiment ce type de démarche. Et donc là, on est dans un environnement qui est full ERP Microsoft avec Business Central, en l'occurrence. Et donc, tous les développements qui ont été faits autour de ça permettent de pouvoir accélérer le recouvrement. Et vous m'avez parlé aussi d'un agent personnel que vous avez développé, une gestion d'agenda. Exactement. En fait, je me suis dit que le meilleur exemple pour moi était d'utiliser Copilot, Copilot Studio en l'occurrence. Et donc, j'ai créé 2 agents dans mon organisation personnelle. Et donc, ça a été dans les discussions avec des dirigeants d'entreprise, avec des élus locaux, parce qu'on travaille beaucoup aussi dans le public. Ça a été des exemples en fait très marquants, très facilitateurs dans la discussion. Et le fait que je l'ai fait moi-même, peut-être que je suis un petit peu geek, mais c'est surtout pour montrer finalement le fait du no-code, low-code. Tout le monde peut se l'approprier. Et puis après, il y a quelqu'un qui va passer derrière pour vérifier que ce que j'ai fait, le prompt que j'ai fait, la proposition qui est faite fonctionne correctement avec le bon degré de l'art, si j'ose dire, de l'outillage. Mais d'abord et avant tout, c'est créer des agents qui répondent à des besoins métiers, et c'est l'exemple que j'ai voulu montrer à travers ces propres développements d'agents pour moi. Alors, si on parle des applications, vous avez un scénario prospectif, Jean-Michel. Les collaborateurs doivent être capables de dialoguer naturellement avec les environnements numériques. Oui. Ça, c'est votre... En fin de compte, quand on regarde chez nos clients les douleurs autour de l'environnement de travail, il y en a une qui revient régulièrement, c'est complexe, c'est difficile. Il y a des fonctions que je vais utiliser quelques fois, il y a des applications que je vais utiliser quelques fois, je suis perdu, ça change tout le temps. Et dans des modèles qu'on regarde aujourd'hui, c'est justement de gommer cette complexité en ayant des agents qui vont permettre aux collaborateurs d'interagir avec le digital workplace. Avec sa machine. Directement, soit en posant une question, soit par la voix. Donc voilà, genre, par exemple, pose mes congés. Pose mes congés le 2 et le 3 juin. Mais j'ai pas besoin de... Combien il m'en reste? Combien il m'en reste? Voilà, et la du coup, question classique. J'ai pas besoin de retourner dans l'application, de comprendre, de me souvenir. Et puis après... ou crée-moi une opportunité commerciale. CRM. Voilà. Et du coup, là, les agents, et là, ça nécessitera de l'intégration entre l'IA et les applications, peuvent apporter énormément de productivité sur le digital workplace, parce que ça reste une plaie incroyable dans les environnements de travail complexes chez nos clients. Et une perte de productivité. Et une perte de productivité qu'on sous-estime. Donc là, le ROI vraiment passe par la simplicité d'usage et l'adoption par les utilisateurs. Donc vous diminuez le temps de formation, vous accélérez l'exécution des tâches, puisque de toute façon, si la personne est perdue, elle est accompagnée. Et surtout, la charge mentale du collaborateur, elle baisse aussi. Donc vous avez beaucoup d'enjeux comme ça. Alors, je voudrais que vous parliez aussi des applications IA, des offres IA que vous avez déjà industrialisées au niveau d'Orange Business. Alors, vous m'avez parlé de Live Intelligence, qui est un produit packagé de traitement des données, et Dinutu, une interface interne mise à disposition des collaborateurs. Voilà, Dinutu, c'est l'interface qui est utilisée dans le groupe Orange, qui est mise à disposition de tous les collaborateurs, qui est quelque part un orchestrateur d'IA qui s'appuie sur plusieurs LLM et qui permet à toutes nos populations d'utiliser l'IA au quotidien. Et donc on a une trentaine de LLM, une vingtaine ou une trentaine, parce que ça bouge beaucoup. Et soit l'utilisateur, quand il pose sa question, il pose une question directe, il a la réponse. Soit il peut retourner dans une bibliothèque de prompts qui ont déjà été designé pour certaines questions, pour certains métiers, connecté au bon LLM, et du coup, il peut réutiliser ce que d'autres populations métiers ont fait. C'est quelque chose qui existe à la fois sur le poste de travail, sur le mobile. Moi, je l'ai dans ma poche, donc c'est une puissance incroyable, parce que j'ai tous les LLM dans ma poche, avec une capacité d'interrogation assez incroyable. On n'est pas dépendant d'un LLM. À chaque fois qu'on pose une question, on a l'impact carbone. Donc, on essaye aussi de responsabiliser par rapport aux aspects éthiques le collaborateur. Et après, ça va dans tous les enjeux aussi d'avoir, on va dire, une interface qui permet aux collaborateurs d'augmenter leur maturité, d'avoir de la valeur ajoutée. Et nous, c'est des enseignements incroyables
qu'on remet à disposition de nos clients. Alors justement, Et Live comment vous Intelligence permet de utilisez- proposer ça à nos clients, le même D'accord. type d'approche. Vous réutilisez donc cette interface pour Ah, la le mettre à produit- disposition de vos clients. Voilà, ce qu'on a fait pour nous, on a des produits qui permettent de faire la même D'accord. chose pour nos clients. Donc on a toute l'expérience technologique de ce qu'on a fait chez nous qu'on peut remettre à disposition dans des niveaux de plus ou moins sécurisés jusqu'à des offres souveraines, parce qu'on commence à avoir pas mal de demandes sur cet aspect-là. Mhm. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on apporte du coup à la fois un conseil technologique, des solutions, mais un conseil d'usage et on va dire un catalogue de cas d'usage, par exemple sur des fonctions support, qu'on peut reproposer aussi à nos clients. Parce qu'on a vu au quotidien chez nous ce qui D'accord. fonctionnait ou ce qui ne fonctionnait pas. Live Intelligence, un mot. C'est la solution qu'on propose, D'accord. qui est le socle de tout Oui, ce qu'on d'accord. peut proposer comme solution sur l'IA, encore une fois, avec différents niveaux, jusqu'à une version souveraine, tout en sachant qu'on a la capacité de l'intégrer, de faire le conseil et bien sûr de faire tout l'accompagnement nécessaire en se basant sur les expériences de ce qu'on a fait pour le groupe Orange, mais aussi de tous nos clients. Alors pour revenir sur le... Oui, pardon. Ouais. Non, j'irais juste en rebond. Un des enjeux qu'on voit et qu'on perçoit chez nos clients, il y a vraiment le côté de la souveraineté. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, et on voit qu'il y a un Eldorado à venir, entre guillemets, pour tous les acteurs français notamment, pour travailler sur ce sujet-là. Il y a déjà beaucoup de choses et beaucoup d'initiatives qui sont lancées. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu éthique de souveraineté et de Exactement, sécurité des données qui sont absolument phénoménaux devant nous. Et ces enjeux sont à se saisir collectivement pour pouvoir finalement faire de cette réussite et cette transformation une réussite aussi française, européenne. Quoi. Et aujourd'hui, on voit bien que dans les demandes, c'est surtout ce type de demande qu'on a aujourd'hui. Ouais. Alors Vincent, je voulais vous demander, donc si on reparle un peu ROI, voilà, pour vous, qu'est-ce qui compte peut-être, est-ce que vous avez un cas d'usage aussi à nous partager? Oui, alors j'en ai beaucoup. Je voulais juste revenir sur le côté déceptif, parce que je suis assez d'accord avec mes collègues. Nous, on fait beaucoup de ce qu'on appelle de change management, parce qu'en fait, on a tous le nez dans le guidon, on travaille dans l'informatique, mais finalement, quand on parle à des gens métiers, eux, leur métier, c'est pas de faire de l'IA. L'IA est quelque chose qui doit les aider à aller plus vite. Et donc, il y a aussi, avec l'IA, beaucoup d'accompagnement quand même à faire. Beaucoup d'explications de texte, beaucoup de formations, régulièrement, parce qu'en plus, ça évolue très, très vite. Donc voilà, je voulais juste simplement dire que j'étais d'accord avec ça, et c'est une grosse partie de notre métier. Pour la partie ROI, je dirais, il y a deux pans. Nous, dans les applications qu'on fait, il y a la partie, ce qu'on appelle nous les citizen dev, donc en fait les gens du métier à qui on va mettre un peu ces choses-là dans les mains et qui vont même pouvoir créer des choses. Les anciens qui faisaient des macros Excel, qui faisaient des Excel, etc., aujourd'hui avec le low-code, avec les agents, tout ça, ils vont pouvoir aussi créer des choses. Et ça va se voir au niveau productivité individuelle. Ensuite, on a les applications d'entreprise, qui sont forcément plus connectées, qui sont un peu plus coûteuses, mais qui ont un ROI qui est assez incroyable. Je vais vous donner juste un exemple. On travaille pour un laboratoire pharmaceutique. D'accord ? Donc, il y a des lignes de production qui produisent des médicaments, etc. Et en fait, on a développé des agents qui monitorent en permanence un certain nombre de données, donc qui regardent les packaging, qui regardent mais vraiment dans un niveau de détail incroyable, et qui fait du piquage qualité. C'est-à-dire qu'en fait, il va dire au hasard, de manière, avec un algorithme, qui va dire, voilà, tu me prends ça, tu vas l'analyser. Et en fait, l'analyse est faite à 80% par l'IA. Il y a un peu d'humain, bien sûr, pour des choses à très haute valeur ajoutée, mais en fait, l'analyse va être faite par l'IA. Donc en fait, c'est un processus qui, avant, prenait entre 15 jours et 3 semaines. Pour libérer, ce qu'on appelle libérer un lot et dire il était bien, on a fait du piquage qualité, le lot est conforme, pas de problème. Aujourd'hui, avec les agents, c'est environ 3 à 4 jours. Et je peux vous assurer que modifier ou arrêter une chaîne de prod quand on voit des anomalies, des non-conformités, ça ne coûte pas du tout la même chose pour un gros laboratoire pharmaceutique au bout de 3-4 jours qu'au bout de 3 semaines. Et là, on parle de centaines de milliers, voire de millions d'euros. Et là, il y a une chose intéressante, parce que quand on parle de ROI, notre conviction, nous, c'est qu'on ne crée pas de nouveaux indicateurs avec l'IA. Exactement. On va regarder comment on améliore les indicateurs business, métier. Et en fin de compte, la seule chose qu'il faut faire, c'est regarder, quand vous avez mis en place ces cas d'usage, si vous avez amélioré vos indicateurs classiques, métiers. D'accord. Donc pour le collaborateur, il n'y a pas de nouvelles attentes. Par contre, il faut le corréler au taux d'usage. Ça veut dire, si vous vous apercevez que vous avez augmenté... vous avez diminué le temps moyen qu'un conseiller en ligne met pour résoudre un problème
et vous voyez qu'en même temps, il y a un taux d'augmentation de l'usage de l'IA par les conseillers, vous rapprochez ces deux indicateurs, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Vous avez amélioré C'est ça votre indicateur. vos indicateurs métiers existants, mais en plus, vous voyez que l'usage de l'IA s'est intensifié. Donc vous arrivez à avoir des preuves, parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. Si je peux me permettre juste de rebondir une Oui. demi-seconde. Et on va donner la parole à Hubert. Oui, juste pour cette partie indicateur ROI, on travaille pour un assureur, donc un gros assureur. Et en fait, la raison pour laquelle il nous a contactés, c'est qu'il avait un taux de réabonnement qui était vraiment décroissant. Il perdait de l'argent, concrètement, puisqu'il avait de moins en moins de gens qui s'assurent chez eux. Et en fait, le monitoring chez eux se fait, on a tout automatisé, ou quasiment tout. Et ils ont fait une enquête, etc. Et ils se sont rendus compte que les gens partaient parce que les process, c'était trop long, ils étaient remboursés trop tard. Le renouvellement, non, tout. Ouais. En fait, les gens venaient plus parce que 3 mois pour être remboursé de son accident de voiture, de machin, c'est trop long. Donc en fait, ils ont tout optimisé, tout automatisé. Et en fait, le monitoring du ROI chez eux se fait par le fait qu'ils ne perdent plus de clients. Ouais. Donc fatalement, en fait, ils gagnent de l'argent. Voilà, le ROI, c'est assez simple. Hubert, vous, le ROI, c'est quand les utilisateurs cessent de subir leurs outils, dites-vous. Oui, c'est exactement. Enfin, c'est comme ça. C'est un petit peu subjectif, hein, mais en fait, on essaye de le mesurer, nous aussi. Ce qu'on sait, c'est que le challenge, il est gagné quand on revient, puisque effectivement, on fait un mode de production qui est basé sur le lean manufacturing, donc système itératif où on revient dans la société, voir comment l'outil est utilisé. Et c'est au bout de la 2e, 3e fois, quand on commence à avoir des retours utilisateurs qui nous disent, bah là, on pourrait plus s'en passer. Et il faut vraiment qu'on continue à développer d'autres processus qu'on a gagnés. Alors après, ça c'est une chose. On va dire l'écueil qu'il pourrait y avoir, c'est d'avoir, on va dire, plein de petites applications, plein de petits agents dans la société. Il faut aussi penser, et c'est une question que je voulais aussi évoquer, alors on va y venir. à l'urbanisation de tout ça. Voilà, c'est la prochaine. Peut-être juste en complément sur la partie ROI, en fait, nous, ce qu'on mesure aussi, ce qu'on aime bien mesurer et évoquer avec nos clients, c'est la value sur l'investissement, la VOI, et qui n'est pas forcément toujours évidente, mais finalement, quand on utilise un agent qui va nous faciliter le quotidien, bah, c'est cette petite accélération qui n'est pas toujours mesurable, quantifiable facilement, y compris avec les indicateurs métiers, finalement, mais qui va faire qu'on va avoir une meilleure adoption, une meilleure sensation de bien-être au travail aussi, et je pense que c'est important. Donc la valeur de l'IA ne se résume pas à un gain de temps, je mesure aussi à l'engagement des utilisateurs. Et la valeur qu'on apporte au quotidien. Alors, Sébastien, pendant que vous y êtes, je vais vous demander également quel nouveau service autour du poste de travail augmenté. Alors vous m'avez parlé, l'IA devient un pilier des services managés notamment. Oui, alors il y a deux voies en fait finalement. Il y a bien sûr l'IA générative au sein même des centres de services managés, donc on l'utilise et de plus en plus. Donc c'est pour améliorer un scripting, pour optimiser une tâche de supervision, pour tout un tas de choses qui peuvent être finalement du temps optimisé des ressources IT qui travaillent dans les services managés par exemple. Et puis après il y a finalement des outils, quand on parle d'IA générative, on cherche notamment à converger vers, par exemple, le zéro ticket d'incidentologie. C'est-à-dire que moi, en tant que salarié, je veux que ça soit du proactif. Et ben aujourd'hui, il y a des solutions qui commencent à exister et qui commencent à arriver et qui va faire qu'il y a une évolution du support, une transformation de ce support. Je pense à un acteur comme Spark, une solution Spark comme de NetSync, qui permet de faire converger finalement vers ce zéro ticket et qui permet de créer plus de valeur finalement dans les équipes support en apportant et en faisant un shift quelque part pour apporter une valeur différente. Et malgré tout, je pense que l'IA générative n'enlèvera jamais le fait qu'on apporte et on recherchera de plus en plus du support presque physique. C'est-à-dire qu'en fait, on veut vivre une expérience et que le support qu'on met en entreprise, et ben, finalement, le contact qu'on aura avec un technicien qui viendra finalement faire le dernier miles, si j'ose dire, du support sera apprécié. Donc je pense que le shift, la modalité du support va évoluer grandement dans les années à venir. Avec le support humain, donc qui sera l'option premium de demain. Exactement. Je crois beaucoup en ça. Okay. Avec plus de qualité, voilà. Ouais. On est en phase. Vincent, les clients internalisent leur propre digital factories, dites-vous. Donc vous suscitez la co-création et même l'autonomie du client. Complètement.
Bah, c'est notre ligne de. C'est vraiment une de nos. J'allais dire, c'est notre marque de fabrique. C'est-à-dire que. Alors, vous allez dire que c'est un peu antinomique, vous êtes une société de service. Ben voilà. Mais en fait, on va promouvoir systématiquement le transfert de compétences parce que ces outils-là. Voilà, qu'est-ce que ça vous rapporte? Ils sont faits pour ça. Alors, déjà, on multiplie le nombre de clients, donc on a beaucoup d'acculturation. On va beaucoup travailler sur la gouvernance globale de ces outils-là. Voilà, vous passez au niveau on va faire des premiers projets à 4 mains avec les clients, on va former les utilisateurs, on va faire des piqûres de rappel, on va mettre en place un helpdesk. Les gens, ils vont dire, bah voilà, j'ai plein de questions, l'IA, ça marche pas. On va dire, bah en fait, montre-moi ton prompt. Ah, ok, bah en fait, c'est pas tout à fait comme ça qu'il fallait lui présenter. Ah, ok, donc ça marche, mais peut-être je ne savais pas bien m'en servir. Donc on va mettre toutes ces choses-là en place et on va faire en sorte que le client soit le plus autonome possible et qu'il fasse appel à nous sur le support premium, sur de l'expertise premium. Mais en fait, si vous dites au client, je te mets en place de l'IA, mais par contre, dès que tu as un truc à faire, tu m'appelles et ça te coûte tant, en fait, le ROI, il n'est pas là. Donc on est obligé aussi, nous, entreprises, sociétés de services, de se transformer et de changer un peu nos business models. Mais ça va avec. Hein. Et je rajouterais le fait d'apporter aux clients ce monitoring, ce suivi de qu'est-ce qui est consommé au quotidien chez ces salariés. Ça, c'est extrêmement important pour, encore une fois, gérer la sécurité, gérer la sûreté des données. C'est ce que vous disiez tout à l'heure avec la mesure du bilan carbone de chaque... Oui, exactement. Et ça sensibilise le collaborateur sur ses propres usages. Sur ses usages. Ouais. En termes de services autour du poste de travail augmenté, donc, vous avez... En complément de ce qui a été dit, on parle beaucoup d'agents, donc en termes de services, il va y avoir, moi je crois beaucoup à l'intégration de l'IA dans les applications métiers et dans les applications mobiles. Si on veut aider un réparateur à faire sa réparation sur le terrain plus vite, il a son mobile, il son application métier, vous intégrez l'IA dedans, qui va s'insérer dans les processus déjà existants, mais qui va accélérer ou apporter de la valeur. Donc vous avez tout un ensemble de services autour de l'intégration de l'IA de façon très verticalisée dans des applications métiers. Et là, on rejoint les sujets dont on parlait tout à l'heure en sélectionnant des cas d'usage où il va y avoir énormément de valeur voilà, qui va pouvoir être applications métiers et on voit là où il y a où ça coince un peu. Voilà. Et deuxièmement, moi je crois beaucoup aussi, on a parlé de l'adoption, du support. On ne peut pas avoir un support de niveau 1 seulement qui aide les collaborateurs au niveau. Il faut mettre des cellules d'accompagnement internes, et ça c'est des services qu'on propose, qui vont permettre de traiter l'évangélisation premier niveau de tous les collaborateurs, mais aussi qui vont conseiller, assister, accompagner les métiers dans l'augmentation, je vais dire, de la valeur d'usage. Et ça, il faut mettre en place ce genre de choses. Et après, vous avez d'autres types de services, une fabrique digitale qui va permettre de bout en bout d'industrialiser et d'aller très rapidement dans la capacité de créer des agents, d'intégrer dans les applications métiers. Donc déjà, vous voyez, avec ces 3 prestations, vous essayez d'industrialiser, vous faites augmenter la maturité et on essaye aussi de dépassionner le sujet et d'aller au-delà des peurs parce qu'on a structuré, on a organisé. Et puis, il ne faut pas oublier, la gouvernance de la donnée, on n'en a pas encore parlé, enfin, vous l'avez évoqué, c'est le prochain sujet. Elle reste fondamentale dans tout ce qu'on dit, quoi. Vous vouliez rajouter? Non, bon j'adhère complètement et j'allais dire que, est-ce que, par exemple, quand vous recevez un rapport de 50 pages, c'est votre travail vraiment de lire ces 50 pages qui vont prendre 1h30 ? Je ne crois pas. Je crois que ce qui est important, c'est qu'on vous sorte la substantifique moelle du dossier. Ce qui vous concerne. En tout cas, pour les utilisateurs métiers chez nos clients, ces tâches-là, qui sont des tâches à faible valeur ajoutée, si on vous sort la substantifique moelle du document en question en moins de 2 minutes, vous allez aller plus vite dans votre travail. Voilà. Hubert, vous prenez aussi un modèle self-service où ce sont les utilisateurs qui conçoivent leurs automatisations? Oui, c'est ça. Ce modèle self-service, l'utilisateur doit garder la main et puis on doit lui mettre à disposition la donnée, l'information au bon endroit. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il y a trop de temps perdu à défricher l'information, donc l'IA doit aussi servir on va dire, à accéder à cette information. Donc voilà, donner le bon outil à la bonne personne, ça permet de dévoiler des nouvelles capacités pour lui et c'est en ça que l'IA ne remplace pas, mais on va dire ajoute, et c'est pour ça que ça
ça ouvre de nouvelles perspectives. Il faut complètement se repositionner par rapport à ça. Mais en tout cas, le gain de temps, la productivité et puis l'intérêt que l'utilisateur va avoir pour son métier va en être décuplé. Ça, j'en suis persuadé. Alors du coup, effectivement, on voit que ces nouveaux services impliquent de nouvelles responsabilités. Il faut encadrer, sécuriser et maîtriser ces usages pour éviter les dérives. Donc là, c'est là que finalement, vous allez vous concentrer en tant que prestataire, après avoir acculturé dans un premier temps, derrière, ensuite vous occuper de la quincaillerie, entre guillemets. La tuyauterie. Et donc, on va commencer par Jean-Michel. La gouvernance donc, doit être différenciée, vous dites, entre les données sensibles qui restent dans les environnements souverains et des usages bureautiques moins critiques qui peuvent aller dans le cloud public. Oui, le sujet de la gouvernance de données, c'est un sujet qui a été oublié ces 10 dernières années et qui redevient important justement avec l'IA. Et ce qu'on voit, c'est que des fois, dans les déceptions de certains de nos clients par rapport à ce qu'ils ont déjà fait, quand ils nous demandent de venir analyser les raisons pour lesquelles ça ne marche pas, des fois, ils ont fait on va dire des agents hyper verticalisés sur quelque chose, mais les données qui alimentent, elles n'ont pas été nettoyées, ce n'est pas des données fiables, et il n'y a plus de processus qui permet de garantir que le corpus documentaire ou d'informations qui nourrit, on va dire, cette IA verticalisée, est vraiment quelque chose de hyper fiable. Or, si vous mettez ça dans les mains d'un réparateur et il y a une mauvaise procédure ou une procédure qui n'est pas à jour et qu'il se passe quelque chose de grave, déjà, il y a déjà un premier élément, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave, et puis après, qui est responsable ? Est-ce que c'est l'utilisateur de l'IA ? On rejoint les sujets éthiques. Est-ce que c'est le fournisseur de l'IA ? Ou est-ce que c'est la personne qui est en charge de mettre à jour le référentiel des données qui alimente cette IA verticalisée ? Et vous voyez, toutes ces questions-là, il y a encore énormément de flou. Mais moi, je trouve qu'il y a encore un travail insuffisant sur la qualité des données, surtout quand on fait des choses très verticalisées. Donc, il faut travailler les données, mais est-ce que cette approche est transposable à toutes les entreprises, même les plus petites ? Après, si elle n'est pas transposable, effectivement, ça veut dire qu'il va falloir avoir une charte qui va expliquer, on va dire, les limites de l'usage. Il faut que ce soit faut que ce soit communiqué. L'entreprise n'a pas les moyens de faire tout ce travail de qualité. Et donc, dans ce cas-là, on va mettre en place une démarche de sensibiliser le collaborateur aux limites et aux réflexes de contrôle, de vérification qu'on doit avoir, surtout quand on gère des choses qui peuvent être sensibles par rapport à une interaction client ou un rapport. Donc, c'est vrai c'est difficile de faire des réponses. Il y a une réponse différente par rapport aux moyens, à la taille de l'entreprise et surtout l'enjeu, la criticité et l'impact que peut avoir une mauvaise manipulation ou une mauvaise utilisation de ce que dit l'IA. Donc à chaque fois, ça, il faut le prendre en compte. Et ça veut dire que c'est là où il y a besoin de... c'est un vrai sujet, c'est très compliqué. Je pense que le point de départ, et quelle que soit la taille de la structure, c'est d'avoir une ligne directrice. En plus, si cette ligne directrice n'existe pas, finalement, ça va s'appuyer sur des réflexes personnels ou pas. Ça peut s'appuyer sur... certains qui vont faire des choses, mais pas d'autres. Donc, ça sera sur la bonne volonté des uns et des autres. Donc, je pense que vraiment, que ce soit avec un RSSI... Qu'est-ce que vous voulez dire par ligne directrice ? C'est-à-dire que vous dites que les sécurités doivent être pensées dès le design de l'agent. Exactement. Enfin, pour moi, et quand on parlait de design, on parle en fait derrière des données qui alimentent l'agent, par exemple. On doit préciser quelles données vont alimenter. Exactement. Sinon, en fait, on peut... Entre guillemets, ce n'est une déception d'usage, mais derrière, il peut avoir des impacts plus graves, comme on disait, sur des mauvais modes opératoires qui ont été donnés et ingurgités, etc. Donc, il y a vraiment à avoir cette ligne directrice, d'avoir une gouvernance associée de la donnée, avec une vraie implication des métiers. Et c'est là où il faut travailler avec les métiers et pas du tout à côté des métiers. Et ça, c'est aussi une bonne façon de faire un pas de côté avec les RSSI. Et on travaille beaucoup avec ces RSSI et les métiers. Et ça, c'est vraiment un travail qui est extrêmement intéressant et vertueux. Parce que finalement, ça crée des bonnes pratiques, une bonne hygiène pour les usages au quotidien. Vincent, vous misez sur l'auditabilité de l'automatisation. Oui, en fait, je rejoins mes collègues et ça rejoint ce que vous venez de me dire. C'est-à-dire qu'en fait, nous, la première brique qu'on pose chez les clients, c'est la gouvernance. Donc en gros, qu'est-ce que tu as le droit de faire, comment tu le fais, qui le fait. Voilà. Comme ça, c'est ce qu'on pose tout de suite. Et après, déjà, on pose les bases de ça. On a la chance aussi de travailler avec un éditeur, en l'occurrence Microsoft, puisqu'on travaille, nous, principalement dans l'environnement Microsoft, qui fournit beaucoup d'outils
pour avoir cette auditabilité. D'accord. Donc il y a des starter kits, il y a des centres d'excellence, il y a un certain nombre de choses packagées qui permettent déjà de monitorer très rapidement et très simplement Intéressant. qui utilise, où, et d'ailleurs l'inverse. Bah, cet agent-là, il est là depuis 1 an, il consomme des licences, il ne sert à rien. On le vire. Ouais, ça, c'est Celui-là, important, par ouais, ça, contre, c'est- ouais, voilà, ouais. celui-là, il marche super bien. Et pourquoi est-ce que on n'appuierait pas sur le champignon pour en faire d'autres Ces ailleurs? outils d'auditabilité, ils s'appellent comment chez Microsoft? Le CE Starter Kit, donc le Center of Excellence, D'accord. qui permet de monitorer énormément de toutes les applications et les agents. Alors, on va finir avec Hubert. Vous refusez de sortir les données du système d'information. C'est un choix philosophique autant que technique. Oui, ça va aussi avec toute cette philosophie, on va dire, souveraine de garder la maîtrise aussi sur ces données. Donc, on applique les grands principes de la cybersécurité, qui sont la confidentialité, l'intégrité des données, la disponibilité. Et donc, je pense qu'il y a un retour en arrière qui est en train de se faire. Alors, même si on utilise quand même beaucoup d'outils qui sont ouverts, en fait, on s'assure que le client, à chaque fois, est la main, il sait où sont ces données, il sait ce qu'on en fait et il sait comment est-ce qu'il peut repartir si jamais il y avait un mauvais usage, si jamais il y avait un problème de son côté. Donc ça c'est un prérequis et surtout, je le disais tout à l'heure, mais je tiens quand même à le repréciser, on essaye autant que faire se peut, grâce à ces nouveaux outils et grâce à ces automatisations, d'urbaniser tout le système d'information, c'est-à-dire de faire dialoguer les outils entre eux. C'est-à-dire que on fait pas des choses qui sont toutes seules de leur côté. On pense aussi les choses pour qu'il y ait le moins de double saisie dans les organisations, pour qu'il y ait le moins d'erreurs de saisie dans les organisations. On commence bien souvent justement ces applications en supprimant les multiples fichiers Excel avec les 36 onglets, les macros et tout ça. Ça, c'est une très bonne porte d'entrée pour s'y mettre. Ça, c'est un petit conseil que je donne, mais c'est une très très bonne porte d'entrée. C'est source d'erreurs, c'est pas fiable, c'est en général très peu confidentiel, et donc c'est des sujets qui permettent d'apporter rapidement de la valeur aux utilisateurs. Et donc voilà, c'est important de faire en sorte que tout ça soit uniforme, homogène, enfin que ça s'inscrive dans un système d'information qui soit sain. Voilà. Très bien. Bon, mais éthique, j'en rajouterais éthique, c'est un des enjeux qu'on a, c'est aussi d'embarquer tout le monde et éviter une fracture entre guillemets entre certaines populations qui sont l'élite entre guillemets ou certains métiers qui utilisent cette IA générative et d'autres qui n'utiliseraient pas. Je pense que c'est un des enjeux aussi importants pour la suite. Donc voilà, on le voit, hein, l'IA n'est pas qu'un sujet technologique, c'est un changement profond, un changement culturel profond de la manière de travailler. À ce titre, je forme le vœu que le poste de travail intelligent ne devienne pas un poste qui pense à la place de l'humain, mais un poste qui lui redonne le temps de penser. Voilà, ce sera la parole du jour. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le 18 novembre pour une nouvelle matinale Channel News consacrée à la souveraineté numérique. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup.